C'est la quatrième fois qu'on fait notre université d'été. Donc c'était Louis Vogel qui avait eu l'idée de le faire à un moment où il y avait les 2 tiers de la CPU qui avaient été renouvelés pour faire une sorte de grosse séance de formation des nouveaux présidents. Et puis au fur et à mesure, on en a fait à une sorte de petit événement, remise à niveau, discussion générale. Alors on va avoir un petit souci cette fois-ci parce que on avait prévu de faire un débat sur l'actualité. Et on a 2 grosses actualités qui sont le budget et la sélection entre le M1 et le M2, ou ce qui peut en, en sortir dans la presse et dans les décisions de justice. Et il se trouve que finalement Thierry Mandon vient à midi aujourd'hui. Donc je parlerai en votre nom. J'éviterai de trop me prononcer, mais de redire les positions historiques. Je pense que de toute façon, demain matin, quand on en débattra, on ne pourra que continuer sur notre lancée. En tous les cas, je voulais vous signaler, pour ceux qui ne l'ont pas lu, un excellent interview de Frédéric Dardel dans l'AEF. Voilà. Qui vraiment, bon, lui, il ne fait pas comme tout le monde, mais il le fait bien. Et je ne dis pas que c'est un exemple à suivre, mais on verra ça demain matin. Mais je trouve qu'en tous les cas, il met bien les points sur les i, il appuie bien là où ça fait mal. Et je trouve que voilà, on devrait faire plus d'interventions sur voilà, regardez comment on fait chez nous, et voilà comment ça pourrait se passer si ça se passait mal. Alors, donc aujourd'hui, on a toute une série d'interventions, dont Laurent Beauvais qui va dire quelques mots tout à l'heure. Et donc, je voulais remercier d'une part tous les intervenants, ensuite tous ceux qui ont participé à l'université d'été pour la faire, l'équipe permanente, Denis, alors évidemment Yves Lichtenberger, mais je voulais juste dire un mot sur une absente, Sybille. Donc Sybille a eu un accident domestique. Vous aurez les détails en discutant les uns avec les autres, comme quoi tout peut arriver. Et donc elle est immobilisée pendant plus d'un mois. Et donc elle a beaucoup travaillé pour cette université d'été. Je voulais la remercier en votre nom à tous et puis lui souhaiter un très bon rétablissement. Alors, donc, c'est notre rendez-vous traditionnel maintenant. Et il va falloir penser aussi à l'université d'été de l'année prochaine, puisque dans le courant de l'année, un grand nombre de présidents va soit être renouvelé, soit changer, hein, puisqu'on a une bonne partie d'entre nous, de toute façon, est à notre deuxième mandat, et puis une élection, c'est jamais sûr. Donc, il va falloir que l'on réfléchissent à comment on va organiser l'université d'été de l'année prochaine. Alors, donc cette année, c'est l'université et ses territoires. On a déjà des nouveaux membres à la CPU élus à la tête de communes. Donc, Lamri Adoui en Normandie, je pense qu'il est là. Il est là. Voilà, donc on voit sa main. Mais de toute façon, on fera les présentations formelles lors d'une plénière formelle. Jacques Meyer en Champagne. Bon, et puis alors un petit nouveau qui vient de se faire élire à Lyon, Khaled Bouabdallah, je crois. Voilà, dont on parle beaucoup en ce moment. Voilà, oui. Attendez, franchement, pour qu'il soit allé chercher, bon, il l'avait déjà cherché, hein, si j'ose ainsi m'exprimer, un Stéphanois. Quoi? C'est quand même formidable, non? C'est quand même formidable. Hein, voilà. C'est comme, je sais pas moi, si il y avait une seule commune à Paris et qu'on allait chercher quelqu'un en Seine-Saint-Denis, quoi. Voilà. Alors, donc, on va beaucoup travailler sur université, territoire, avec les nouvelles régions, les communes, comment on va y travailler, mais je ne veux pas déflorer les sujets. Alors, on a aussi un changement de programme qui est indépendant de notre volonté. On avait prévu donc un comité culture et communication. Et puis, on a eu encore un accident terrible. Notre ami Emmanuel Etis a été
appelé à l'Académie de Nice. Donc, il n'est plus président. Comme recteur, vous vous rendez compte, franchement, voilà. Donc, on va essayer de voir comment on se réorganise. Donc, je pense qu'à la prochaine, d'ailleurs, il faut qu'on voit ça. À la prochaine plénière, il faudra élire un membre du CA. Hein, je pense qu'il faudrait envoyer un petit mot à tout le monde là-dessus. Et puis, on va essayer de réfléchir de comment on restructure ce comité qui était à son initiative. Hein, donc, voilà, ça va être un petit peu compliqué, mais enfin bon. Voilà, sinon, les dates phares de cette rentrée. Donc, je vous rappelle qu'on a un séminaire européen à Bruxelles le 9 septembre sur les disciplines rares. Le 17 septembre, on va avoir le lancement officiel du guide laïcité qui est pas extraordinairement différent du guide précédent, mais qui est au cœur de l'actualité. Bon, c'est donc un membre de l'Université de Strasbourg qui nous y a... Un ancien président de l'Université de Strasbourg, tout à fait, qui nous a... Voilà. Ensuite, on va faire une présentation d'un accompagnement au plan Juncker organisé avec la CDC qui est présente en force ici le 1er octobre. Et puis, les 14, 15 et 16 octobre, on a le fameux colloque qui accompagne la COP21 que Jean-François organise notamment à Nanterre. Et j'espère que les universités montreront que, comme sur tous les autres sujets, elles sont à la pointe du progrès. Le 8 octobre, on a la finale internationale de ma thèse en 180 secondes, qui va être un événement planétaire. Tous ceux qui étaient à Nancy ont vu à quel point c'était formidable. Là, ça va être à la Sorbonne. C'est où, la Sorbonne ? À la Sorbonne, dans le grand amphi. Ça s'annonce vraiment exceptionnel. Oui. 1er octobre, oui, pardon, excuse-moi. 1er octobre, je ne sais pas pourquoi j'ai dit le 8 octobre. Voilà, et puis, comme vous avez pu le voir dans les documents de la CPU, le dîner annuel de la CPU sera, comme l'année dernière, à l'Élysée. Et donc, j'espère que ça deviendra le rendez-vous annuel de la CPU à l'Élysée. Et en tout cas, pour le moment, c'est très sympathique. Donc, je vous rappelle que... c'est à 12h30 qu'arrive le secrétaire d'État, c'est ça. C'est prévu de la manière suivante. Petite prise de parole avant buffet. Et chacun d'entre vous aura l'occasion de discuter, en particulier avec lui si vous le souhaitez. Donc, il ira de groupe en groupe voilà, pour discuter. Donc, vous n'avez pas besoin de lui sauter dessus dès la fin de son intervention. Il a un petit peu de temps et ça se passera comme ça s'était passé la dernière fois, c'est-à-dire voilà, il a un peu de temps, il discute, voilà, vous pourrez en profiter. Il y aura Strassel pour prendre un rendez-vous si vous voulez le voir en particulier. Donc il y a pas de, voilà, il a du temps, il a eu un empêchement pour ce soir, mais il viendra à midi. D'ailleurs, je voulais juste rappeler que voilà, c'était l'année dernière, à l'université d'été, le lendemain de la prise de fonction de Najat Vallaud-Belkacem, qui était venue ici. Donc voilà, l'université d'été, ça devient l'endroit où... Enfin, pardon, excuse-moi, Laurent, parce que tu es là en plus, donc voilà. Donc, avant de conclure rapidement, j'essaie de voir si j'ai rien oublié. Je vais laisser peut-être la parole 2 minutes à Yves, et puis Laurent, tu concluras, et puis ensuite on laissera... Passe Laurent d'abord. Eh bien, je passe Laurent d'abord, alors. Oh. Et puis, voilà, voilà, c'est l'organisation CPU. Alors, l'organisation CPU, c'est le micro comme ça. C'est le micro comme ça, bien. Et puis, je laisserai après la place au nouveau président de la Commune de Lyon, présidera la prochaine séance. Merci Jean-Loup. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Je suis très heureux d'être une nouvelle fois ici, puisque ce n'est pas la première fois. Je me présente, donc Laurent Beauvais, je préside la commission Enseignement Sup, Recherche, Innovation de l'ARF, et je suis président de la région Basse-Normandie par ailleurs.
Et j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer ou de discuter avec plusieurs d'entre vous au fil des dernières années sur des questions qui concernent les territoires ou peut-être plus particulièrement les régions. Et c'est, je pense, très instructif pour moi, en tout cas, de pouvoir, au travers de telles formules, les universités d'été à Paris, par exemple, très utile d'échanger et de vous écouter à l'heure où, évidemment, il y a des évolutions très importantes. Je voudrais faire un tout petit coucou particulier aux présidents des universités de Caen, de Rouen et de la Commu qui sont là. C'est la minute normande, excusez-moi, mais je suis très... Généralement, c'est le trou normand. Oui, mais non, c'est la minute normande et je suis très heureux de les voir. Je ne sais pas si le Havre est là, mais bon. Oui, pardon. Ah bah, excusez-moi. Voilà, donc... voilà, c'est fait, mais c'était bien. Sur le sujet qui nous réunit, donc, je veux dire quelques mots. Le premier, c'est que je ne sais pas, Jean-Loup, si l'université dans ces territoires, si ça a été particulièrement réfléchi, c'est intitulé, si ça veut dire quelque chose, mais déjà la présentation en soi du sujet, du thème, a peut-être beaucoup de sens. C'est quoi les territoires de l'université quand on sait que par ailleurs les territoires, c'est plutôt des collectivités, des régions, des départements, des métropoles, des villes. Ça m'a paru intéressant de voir que vous vous situiez, vous, université, sur des problématiques territoriales, alors que j'ai plutôt l'impression, le sujet entre l'enseignement sup, la recherche, les régions, les territoires est quand même un vieux sujet ou un sujet ancien qui a déjà été maintes fois débattu et rebattu, que là, il y ait peut-être un angle d'attaque qui illustre une préoccupation nouvelle ou une sensibilité particulière dans un contexte que je voudrais en deux mots présenter et sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, mais qui me paraît un contexte assez important et qui met en avant des enjeux très forts. Le contexte, il est de votre côté, du côté des universités, du monde de l'enseignement supérieur, déjà depuis quelque temps. Prenons simplement la seule référence de la loi de 2013, un contexte de réforme, un contexte de changement qui s'est pas que, mais beaucoup traduit par la problématique des communes, après celle connue des presses antérieurement, et qui déjà, cette loi introduisait des éléments liés au territoire et à la dimension régionale. Depuis, évidemment, il y a cette réforme des territoires sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, mais qui installe évidemment des éléments de contexte tout à fait nouveaux qui, je pense, pour vous, président d'université, ne vont pas s'en poser des questions ou vont interpeller les uns et les autres dans les différentes stratégies qui vont être menées. Je voudrais insister surtout sur les enjeux qui peuvent être mis en avant et que Yves Lichtenberger probablement reprendra tout à l'heure, car ces réformes, ces évolutions, à mon avis, mettent en avant des enjeux qui peuvent être contradictoires ou qui peuvent poser des questions dans les stratégies des uns et des autres et qu'il est intéressant d'évoquer. Il y a pour vous, parce que je ne suis pas qu'un observateur de la vie universitaire, j'y participe d'une certaine façon en tant que président de région, je vois que les logiques d'excellence, les logiques de compétition, entre guillemets, les éléments qui sont aujourd'hui des éléments qui arrivent par les problématiques d'appel à projets venant des agences, du PIA, etc., mettent en avant des questions importantes pour vous dans vos stratégies qui ne sont peut-être pas toujours en adéquation ou en cohérence même avec les attentes des territoires ou avec les stratégies des territoires qui, par définition, sont des stratégies qui appellent à des problématiques peut-être moins sélectives, plus solidaires en termes de présence territoriale et qui peuvent rencontrer des difficultés ici ou là ou mettre en avant des problèmes. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faudrait essayer de mieux cerner
concernés. Ces enjeux, pour vous, mettent aussi en avant les fonctions de l'enseignement supérieur, les fonctions des universités, qui ont bien entendu à assumer des fonctions de formation initiale, de formation continue, d'apprentissage, mais aussi de recherche, mais aussi de valorisation, mais aussi de coopération avec le monde de l'industrie. Il y a un continuum, comme on dit depuis longtemps, mais bon, mener de front tout cela peut poser des questions. Et quand les territoires sont des partenaires dans la réalisation de ces missions, parce que les régions, par exemple, sont sur tout le champ de ce continuum, il peut y avoir des questions intéressantes à développer, à aborder, à traiter, pour faire en sorte que la mission des universités reste celle qui a toujours été la leur, évidemment. Et cette question, je crois, elle est importante. Il y a aussi de profonds enjeux pour les régions elles-mêmes, qui, dans leur modalité d'intervention, dans leur type de soutien, depuis une dizaine d'années, ont beaucoup évolué quant à leur partenariat avec le monde de l'université. Moi, j'ai des souvenirs d'actions menées il y a plusieurs années où on se contentait de subventions, on se contentait d'équipements. Aujourd'hui, on est dans des problématiques et des interventions beaucoup plus fines, beaucoup plus élaborées, beaucoup plus continues parfois, qui vont pas simplement dans le champ de ce que je viens d'évoquer, construire des bâtiments, équiper des labos, tout ça c'est du classique si je puis m'exprimer. Aujourd'hui on est maintenant dans des stratégies d'intervention beaucoup plus sophistiquées. Et pour provoquer un peu, Jean-Loup, si tu le veux bien, et pour pas faire trop long, les régions, je ne parlerai que des régions, mais je crois qu'il vient Pierre Cohen, je crois, un peu plus tard. Hein. Non, j'avais vu que... Non, bon, j'avais cru voir... pour prendre l'exemple des métropoles, il y a aussi des sujets là sur les territoires, mais est-ce que demain, on ne va pas avoir des régions qui vont passer d'un rôle de partenaire à un rôle, accrochez-vous bien, d'actionnaire des universités? Pourquoi pas, au-delà de notre présence dans les conseils d'administration des communes, je pense que les modalités de financement, les engagements, les responsabilités font qu'il y a une espèce de mutation peut-être qui peut intervenir. Je ne parle que des régions parce que du côté des départements et des métropoles, les modalités sont peut-être un peu différentes ou n'apparaissent pas aussi structurantes, comme on dit dans le jargon. Mais voilà, je voulais faire part de ces quelques remarques un peu en introduction. Je reprendrai tout à l'heure des éléments plus détaillés sur ces questions. Merci. Merci Laurent. Tu as envoyé déjà quelques pics. Je me rappelle cette séance où un président d'une grande université parisienne répondait à un président de la région Île-de-France qui lui proposait d'être actionnaire. Mais monsieur, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes un élu local et que vous vous adressez à des élus nationaux. Consternation dans l'ensemble de l'Assemblée. Bon. Si nous avons choisi ce thème du territoire pour notre université d'été aujourd'hui, c'est que le territoire, tu viens de l'évoquer, devient vraiment le point crucial de la conduite des politiques publiques plus sophistiquées aujourd'hui, avec une nouvelle phase de décentralisation dont la loi NOTRe marque une nouvelle étape. Décentralisation que l'on peut voir à la fois comme un mode de transfert, de déresponsabilisation de l'État qui refile au niveau d'en dessous l'exigence de réussite. On peut le voir de façon plus positive, comme tu l'as dit, sur la reconnaissance du fait que ce qui compte dans le service public, ce n'est pas le fait que ça soit assuré par des agents publics, ce n'est pas non plus le fait que ça soit adressé à des publics, mais c'est le fait que des publics puissent s'en emparer et des publics diversifiés. Il faut donc qu'elles se diversifient, qu'elles s'adaptent à des capacités différentes, à des variétés de publics différentes, et ça ne peut pas être fait sans appropriation locale. Et donc ce qui compte, c'est l'implication, c'est la capacité de coopérer des acteurs locaux.
Voilà ce qui nous amène au thème que nous avons choisi pour cette université. Le premier tour autour de cette question, pourquoi un ancrage territorial des universités? Université évoque plutôt l'universel, tu viens de le dire. Shanghai ne mesure pas le développement économique territorial, mais c'est pourtant, au nom du développement économique et social, des moyens considérables ont été mis sur l'enseignement supérieur et la recherche depuis des années. Et que le développement économique et social part du terrain, on le constate de plus en plus. Il y a donc, il faut s'en souvenir sans arrêt, un lien fort entre cet accroissement et l'importance des moyens accordés aujourd'hui à l'ESR et la capacité d'assumer le défi d'un enseignement supérieur de recherche, d'assumer le défi d'une recherche d'excellence qui soit connectée avec du développement territorial. Cette connexion avec le développement territorial, on a vu la réflexion évoluer là-dessus lorsqu'on est passé un peu d'une société de la connaissance où ce qui comptait, c'est la production de connaissances et de diffusion, puis on faisait comme si ensuite tout le reste, y compris la création d'emplois, en découlait, au terme de société de l'innovation où l'on se rend compte que ce qui compte, c'est la manière d'intégrer ces connaissances dans une chaîne continue de processus allant de la recherche fondamentale à la recherche appliquée au développement. Et ce qui comptait, c'est l'appropriation par les acteurs. Du coup, le regard sur l'université a changé aussi. Et c'est ce qui a remis l'université un peu au centre de la restructuration de l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'université vue pas simplement comme production de connaissances, mais comme capacité de diffusion de pratiques de recherche. Et donc comme lieu, et lieu seul, qui est capable à la fois de lier enseignement et recherche et qui est aussi capable de lier dans un même ensemble un ensemble de disciplines souvent séparées. Donc tout ce passage d'un modèle facultaire et scolaire à un modèle universitaire que nous sommes en train d'explorer. Alors bien sûr, ça pose des questions, cette focalisation sur le territoire, sur l'accroissement des inégalités entre territoires, sur l'accès à ces ressources. Ça pose des questions sur qui est le pilote fédérateur, la région, les métropoles ou l'organisation universitaire, les communes elles-mêmes. La deuxième question, c'est, on a mis territoire de l'université au pluriel. Qu'est-ce qu'on entend par territoire, cet espace de coopération qui est une réalité sociale et historique? Il me semble important d'insister sur le fait que l'université, par son ancrage disciplinaire, plus que territorial a priori, est plus encline à des modes de coopération en réseau. Un réseau n'a pas de limite géographique. Le réseau, il dessine un espace virtuel qui relie des participants à un même projet. C'est sa force, mais c'est aussi sa limite. Sa limite parce qu'il relie des gens capables de se repérer entre eux, qui savent ce qu'ils peuvent attendre les uns des autres, qui savent à quoi ils se sont engagés, etc. Et donc le réseau est avant tout un mode de coopération, de coordination. Il n'implique pas en soi une proximité géographique. La force de la coopération territoriale, avec justement ce qu'elle implique de proximité, c'est de relier des gens qui sont a priori peu poussés à se rencontrer spontanément. On peut en effet être coordonné et s'ignorer totalement. On ne peut pas être coopéré, ni coopérer en s'ignorant. Et donc la coopération territoriale, aussi bien au sein de l'université entre disciplines différentes qu'entre établissements différents, organismes de recherche, etc., d'un même territoire, que coopération avec les collectivités territoriales autour, dessine cet espace où les échanges sont non seulement possibles, mais où ils sont souhaités et suscités par des gens qui
ont a priori rien d'autre que cette proximité territoriale, chacun y apportant ses ressources propres. Et donc l'espace et le territoire des universités, c'est un espace géographique, un bassin d'emploi, une population au service desquels il est. C'est un espace institutionnel, cette reconfiguration des collectivités territoriales. C'est un espace universitaire, cette reconnaissance d'une communauté partageant un même projet, partageant une stratégie. À côté de ces deux questions sur la nature des coopérations, on a retenu aussi deux questions sur le contenu des coopérations. L'une, l'université ancrée dans son territoire, ouverte, est une université qui régule son activité, on l'avait vu l'an passé en définissant cette notion de stratégie, et régule ses différents internes, non par des affrontements de rapports de force frontaux entre disciplines, entre personnalités, mais par une réflexion sur le sens de son action et donc en introduisant un tiers qui est l'utilisateur, comme ça que les Lyonnais s'entendent mieux quand ils ont un Stéphanois qui vient leur parler parce qu'ils ne sont plus dans un choc frontal, ils sont face à leur réalité. Et donc il faut faire intervenir ce regard externe pour pouvoir donner du sens à son action. Le sens, il ne vient pas de l'intérieur, il vient de cette confrontation avec l'extérieur, qui on sert, à qui on apporte, et donc qui peut apporter des moyens pour se renforcer. Et puis le dernier thème qui est l'université comme force de vie locale. On a longtemps construit, ou on a pendant un temps construit les universités à part, à l'écart, en s'en méfiant en partie, en se disant qu'à la fois ils seraient mieux ensemble et qu'on serait mieux en les tenant à l'écart. Aujourd'hui, on voit bien le basculement vers une réflexion qui utilise l'université comme ce support de développement local.